6 mois de prison avec sursis, c'est la peine prononcée contre les membres du mouvement Yerewolotan et de la COPAM. Ils ont été reconnus respectivement coupables et complices de troubles graves à l'ordre public. Le verdict est tombé ce matin. Le président François Hollande ira à Kinshasa pour participer au sommet de la francophonie, malgré l'opposition de plusieurs associations congolaises et françaises qui ne souhaitent pas qu'il conforte le régime de Joseph Kabila. Voilà 3 ans que l'ANPE a lancé son opération de renouvellement du parc de taxis de Bamako. Après une première opération réussie, les problèmes ont fait leur apparition. De ce fait, les 100 premiers taxis de la deuxième opération sont à l'arrêt. Pour en connaître les raisons, suivez en fin de journal notre enquête. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Le verdict du procès des membres de la COPAM et ceux du mouvement Yerewolotan est tombé ce matin au tribunal de la commune 3. Dans les 2 cas, ils sont tous condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Si Amadoun Amionguindo, Rokia Sanogo et Younous Sediko de la COPAM sont reconnus complices de troubles graves à l'ordre public, les membres de Yerewolotan, Boubacar Boré, Yacouba Niaré et Mamadou Sangaré, de leur côté, sont coupables de troubles à l'ordre public. Écoutons la réaction de Maître Moussa Keïta, conseiller de certains membres de la COPAM. Il est au micro de Adama Djimde. Le verdict qui a été prononcé à leur égard, le juge a estimé qu'ils ne sont pas auteurs, mais plutôt complices des responsables de l'association Yerewolotan. Ce que nous estimons, nous, avocats de la défense, nous estimons que ni les débats, ni l'enquête n'a démontré aucun acte de complicité à leur égard. Donc nous, avocats de la défense, on va se concerter pour examiner les recours appropriés qu'on va exercer contre la décision qui vient d'être prononcée. Ça veut dire que vous pensez que le verdict a été assez lourd? Le verdict, il a été assez lourd. Même en dehors de la lourdeur, nous estimons que l'infraction à leur reproché de complicité n'est pas établie. À plus forte raison, le verdict de 6 mois d'emprisonnement avec sursis qui a été prononcé. Voilà, 6 mois de prison avec sursis, c'est la peine prononcée contre les membres du mouvement Yerewolotan et de la COPAM. La sous-secrétaire générale chargée des affaires humanitaires des Nations Unies est arrivée ce soir à Bamako pour une visite de 48 heures. Valérie Amos est venue faire l'état des lieux pour voir comment les Nations Unies peuvent mobiliser des fonds supplémentaires pour venir en aide à nos populations affectées par la crise alimentaire. Pendant son séjour, la sous-secrétaire va rencontrer les plus hautes autorités du pays et les partenaires financiers. Nous l'écoutons à son arrivée à l'aéroport au micro de Daouda Sidiki Diarra. Ça fait 10 ans que j'étais là. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de changements dans ce pays. Je suis là pour une situation vraiment très critique. I'm here particularly to look at the impact of the food crisis on the people in the country. Je suis là pour vraiment évaluer la crise alimentaire de la population malienne. And also the impact of the conflict which the North is having, not just on the country as a whole. L'impact aussi de la crise du Nord. But also for the wider region. Et pour toutes les autres régions aussi. You will know that the United Nations and our partner organizations are doing everything we can to support the government's own efforts. Et les Nations Unies feront de leur mieux pour pouvoir vraiment soutenir le pays dans cette situation difficile. The majority of people in the south, of course, have been affected in terms of what is happening with their nutrition and food. Et les populations du Sud sont vraiment affectées par les questions de crise alimentaire. For those people in the north, we're very concerned because we're not able to reach all the people we need to help. Et nous allons faire en sorte que pour pouvoir vraiment avoir accès à ces populations vulnérables du Nord. So I look forward to my discussions with the government, but also with our
partners and also I look forward to. Et ça serait vraiment l'objet de mes discussions, de mes échanges avec les officiels de ce pays et des partenaires au développement. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment connaître le niveau de la crise au Mali ici. We have an appeal to raise money to support the response. Et ils ont une certaine responsabilité pour pouvoir mobiliser des fonds pour pouvoir répondre à cette crise. And I hope that my visit will help to mobilize even more resources. Et je crois que ma visite sera l'objet de pouvoir vraiment mobiliser des fonds supplémentaires pour cette aide. Ajoutant que la sous-secrétaire générale se rendra également à Mopti. Cette étape mettra fin à son séjour malien. Passation de service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le ministre sortant Moussa Léo Sidibé a passé hier les services au ministre de l'Agriculture, Dr Yaranga Koulibaly, et Makan Aliou Tunkara de l'Élevage et de la Pêche. La cérémonie a regroupé les membres des deux cabinets ministériels. En prenant la parole, Moussa Léo Sidibé, après avoir félicité les nouveaux ministres, a invité les cadres des deux départements à ne ménager aucun effort pour les accompagner dans leur mission. Quant aux nouveaux ministres, Dr Yaranga Koulibaly et Makan Aliou Tunkara, chacun de son côté a mis un accent particulier pour leur disponibilité à continuer l'œuvre déjà entamée afin de dynamiser davantage les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, gage d'un développement harmonieux du pays. Une année scolaire vient de s'achever et une autre se prépare, celle de 2012-2013. Et c'est dans ce cadre que le ministre en charge de l'Éducation a rencontré cet après-midi les représentants des syndicats. Pour l'instant, le 24 septembre prochain est la date fixée pour la rentrée scolaire 2012-2013. Alpha Maïga. Autour de cette table, le ministre de l'Éducation et les partenaires sociaux de l'école, et parmi ceux-ci, les représentants des syndicats de l'enseignement. La rencontre a pour but de mieux préparer la rentrée scolaire 2012-2013. Déjà, une chose est sûre, c'est que la stratégie de gestion du secteur de l'éducation doit nécessairement reposer sur le dialogue. C'est un moment important de la vie de notre école, de notre société, et nous voulons que tout le monde soit à bord, que nous nous engagions avec détermination pour avoir une rentrée bien sereine et pour que nous puissions ensemble aborder tous les problèmes de l'école et les régler dans la concorde, mais aussi dans la détermination et en connaissance de cause, à savoir la crise que nous traversons et le rôle que doit jouer l'école dans la solution de cette crise-là. Après des échanges fructueux entre les différentes parties, la vision de tous est de voir l'école malienne dans la perspective d'atteindre des objectifs bien définis, et cela malgré la crise qui sévit dans notre pays. Les syndicats ont des revendications qui ont été acceptées, signées, et donc nous avions la continuité de l'État. Nous avions endossé ces revendications, mais en leur faisant comprendre aussi très clairement que la situation budgétaire, la situation politique, la situation sécuritaire de l'État ne lui permet pas de pouvoir répondre à une enveloppe budgétaire aussi massive. Il y aura donc une partie à éponger et nous allons voir dans la mesure du possible, lorsqu'il y aura des gains, ces gains seront partagés, mais malheureusement, à l'heure actuelle, nous devrons plutôt partager les peines. Pour l'instant, le 24 septembre prochain, c'est la date fixée pour la rentrée scolaire 2012-2013, et cela sur toute l'étendue du territoire de la République du Mali. Et toujours dans le cadre de l'année scolaire 2012-2013, les 30 étudiants maliens bénéficiaires des bourses d'études du gouvernement chinois se sont envolés pour la Chine ce mardi 28 août dans le but de poursuivre leurs études. Ces 30 nouveaux boursiers, dont un postulant en doctorat, 20 en master et 9 en licence, vont se perfectionner au sein de différents établissements universitaires chinois dans diverses spécialités telles que la télécommunication,
télécommunications, la médecine, le commerce international, l'économie, la diplomatie, le BTP, le management, le droit ou encore la biologie. Leur séjour en Chine sera varié de 2 à 6 ans selon les niveaux d'études. La Chine attache une grande importance à la coopération bilatérale de l'enseignement supérieur. À compter de 1973, la Chine a offert plus de 700 bourses d'études aux jeunes Maliens. À part les bourses pour diplôme, la Chine offre également annuellement plusieurs centaines de formations dans différents secteurs au profit des cadres et des techniciens maliens. Hors de chez nous, le président français François Hollande vient d'annoncer à Paris qu'il participera au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en République démocratique du Congo RDC en octobre prochain. Plusieurs associations congolaises et françaises lui avaient demandé de ne pas se rendre à ce sommet à Kinshasa pour ne pas conforter le régime de Joseph Kabila. Pour couper court à la polémique, Hollande a précisé qu'il aura également des échanges avec l'opposition et la société civile. Devant les ambassadeurs français réunis à Paris, le président François Hollande a levé le suspense qui entourait sa participation au sommet de la francophonie prévu du 12 au 14 octobre à Kinshasa. Une décision qui met fin à 2 mois de tractation. J'y réaffirmerai que la francophonie, ce n'est pas simplement une langue en partage. C'est aussi une communauté de principes et d'idéaux, dont le rappel à chaque occasion est nécessaire, et notamment en République démocratique du Congo. Mais pas seulement là. Pour éviter de servir de caution au régime en place, le chef de l'État a annoncé qu'il rencontrerait également les responsables de l'opposition et de la société civile. Mais la capitale congolaise n'a jamais cessé de préparer l'événement. Des dizaines de chantiers ont été ouverts, rénovation des bâtiments, ravalement de façades, construction d'un village de la francophonie, tout cela accompagné d'un grand coup de balai. Au final, les autorités congolaises sont satisfaites de cette décision. C'est une annonce positive. C'est la première fois qu'un tel sommet s'est réuni ici, sur cette terre d'Afrique centrale. Malgré les promesses de la présidence française, l'opposition qui dénonce la légitimité du pouvoir en place après les dernières élections se sent trahie. Les intérêts économiques ont pris le dessus sur les valeurs universelles que porte la France. Les valeurs démocratiques, les valeurs des droits de l'homme. Les manifestations de ces dernières semaines n'auront pas convaincu la présidence française qui préfère ménager ses relations avec le plus peuplé et le plus riche des pays francophones d'Afrique. Restons à Paris où le président François Hollande a consacré une large part de son premier grand discours de politique étrangère à la Syrie. Dans son discours, il propose une intervention sans passer par le Conseil de sécurité. Paris et Ankara remettent ainsi la pression sur Bachar al-Assad au moment où de violents combats font encore rage dans le pays. Dans la foulée du président américain et du Premier ministre britannique, le président français a profité de la conférence annuelle du corps diplomatique à l'Élysée pour accentuer la pression sur le régime syrien. Il a confirmé l'existence d'un créneau pour intervenir sans passer par la case du Conseil de sécurité. Nous restons très vigilants avec nos alliés pour prévenir l'emploi d'armes chimiques par le régime qui serait pour la communauté internationale une cause légitime d'intervention directe. Accusant Moscou et Pékin d'affaiblir le rôle des Nations Unies, il a annoncé que la France reconnaîtrait un gouvernement provisoire sitôt qu'il serait formé. Au niveau régional, débordé par l'afflux de plus de 80 000 réfugiés syriens, Ankara tente d'augmenter en urgence ses capacités d'accueil. Le chef de la diplomatie turque a fixé le chiffre butoir de 100 000 personnes. Il a également évoqué le problème du journaliste turc capturé par l'armée syrienne pour mettre lui aussi la pression sur Damas. L'État syrien est responsable du retour de ce journaliste chez lui et en bonne santé. La Turquie est déterminée à faire tous les efforts pour que cela advienne.
Sur le terrain, pourtant, rien ne semble freiner la volonté dévastatrice de Bachar el-Assad. Les bombardements des régions d'Alep et d'Idlib se sont intensifiés. Au moins 37 personnes, dont 22 civils, 11 rebelles et 4 soldats ont été tués ce mardi à travers le pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Direction à présent la Colombie. Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé hier lundi l'existence de discussions exploratoires avec la guérilla des FARC, suscitant l'espoir d'un éventuel dialogue de paix historique après un demi-siècle d'affrontements sanglants. C'est la première fois que le chef de l'État, au pouvoir depuis 2010, confirme ses pourparlers avec la rébellion des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC. Un demi-siècle de conflit, une guérilla qui sait depuis longtemps qu'elle ne prendra pas le pouvoir par les armes, des Colombiens épuisés par des décennies de violence. L'annonce faite hier par le président Santos est plutôt une bonne nouvelle. Des conversations exploratoires avec les FARC se sont engagées dans le but de mettre un terme au conflit. Et Juan Manuel Santos d'ajouter que son gouvernement ne répéterait pas les erreurs du passé. Entre 2000 et 2002, en effet, des pourparlers de paix avaient été engagés entre le gouvernement d'Andrés Pastrana et les FARC dans la zone démilitarisée de San Vicente del Caguán. La guérilla en avait profité alors pour se renforcer. Mais depuis quelques années, les FARC ont subi une série de revers militaires et perdu leurs principaux chefs. Récemment, elles ont fait preuve de bonne volonté en renonçant aux prises d'otages contre rançon et en libérant les derniers policiers et militaires qu'elles détenaient. La société colombienne aussi a changé. Selon un sondage, 74% des Colombiens sont désormais en faveur de négociations de paix. La situation aujourd'hui est différente. L'économie est solide, les forces militaires sont fortes, la police est forte, les relations internationales sont beaucoup plus solides. Et nous avons une société beaucoup plus rassemblée autour du gouvernement. Une voix discordante cependant, celle de l'ancien président Álvaro Uribe, dont la politique de fermeté avait contribué à affaiblir les FARC et qui dénonce aujourd'hui la perspective de pourparlers. Selon la presse colombienne, les discussions entamées il y a quelques mois à La Havane devraient se poursuivre dans la capitale cubaine. Le LN, la deuxième guérilla de Colombie, aurait également manifesté son intention d'y participer. Retour chez nous, la crise au nord de notre pays préoccupe les amis du Mali. Ils doivent se rencontrer très prochainement ici à Bamako pour discuter de la question. L'organisation de cette conférence débat est une initiative de la jeunesse africaine. Le président du comité de suivi de la conférence des amis du Mali a rencontré les journalistes ce matin pour en parler. Mohamed Diarra a suivi la conférence de presse. À l'initiative des jeunes béninois, nommé président du Parlement des jeunes de ce pays frère du Mali, Bamako abritera la semaine prochaine une conférence sur la crise sociopolitique du Mali. La rencontre regroupera l'ensemble des amis du Mali. Les échanges réuniront les représentants des confessions religieuses, des jeunes, des diplomates accrédités au Mali. L'objectif est de proposer une feuille de route pour une sortie rapide de la crise. Ces rencontres vont nous permettre de pouvoir avoir un franc-parler et de pouvoir faire la synthèse. Et dès qu'on aurait fini ce cheminement, nous allons faire organiser la véritable conférence qui sera la déclaration de Bamako. Nous allons condenser dans un document toutes ces recommandations et propositions avec les organisations avec lesquels nous aurons à échanger. Cette démarche, selon le conférencier, témoigne de l'amour et de l'attachement de la jeunesse africaine pour le Mali. Les jeunes fustigent au passage le traitement de la crise malienne par des médias étrangers. En attendant donc l'organisation de cette conférence des amis du Mali, le conférencier se félicite des avancées enregistrées par le Mali. Parmi celles-ci, l'élargissement du gouvernement de transition. Il exhorte donc les Maliens au pardon et à la réconciliation. Parlons d'une autre conférence de presse, celle organisée par la section syndicale de l'enseignement fondamental. C'était ce matin à la Bourse du Travail pour partager avec les journalistes les quelques lacunes qui ont entaché l'organisation de l'examen du diplôme d'études fondamentales DEF session 2012. Nando Dambélé.
Les examens scolaires de fin d'année 2011-2012 se sont apparemment bien déroulés, mais excepté le BT2 avec 49%, les taux d'admission dans leur ensemble sont en deçà des attentes. Crise oblige. Le cas du diplôme d'études fondamentales qui retient l'attention de la section syndicale de l'enseignement fondamental suscite quelques réflexions. Nous avions analysé en toute responsabilité pour rendre publique la réflexion que nous avons menée quant aux autres facteurs qui concourent à l'échec des examens d'une façon générale, mais particulièrement pour cette année dans notre pays. Au-delà des aspects pécuniaires liés à la surveillance et à la correction, nous pensons que les autres facteurs qui concourent à l'échec, c'est aussi la formation continue des enseignants. Ensuite, ils sont nombreux les parents d'élèves qui s'arrêtent devant l'école une fois par an pour demander le suivi de leur enfant. Pour une meilleure organisation de cet examen afin de relever le taux d'admission, la section syndicale préconise. Il faudrait préalablement qu'avant la tenue des examens, que les examens soient préparés avec tous les acteurs. Et tous les acteurs, c'est qui? C'est les syndicats d'enseignants, c'est les directeurs d'école, c'est l'administration scolaire, c'est aussi les agents chargés de la sécurité le jour de l'école, c'est les comités de gestion scolaire, c'est l'association des parents d'élèves. Par ailleurs, les responsables de la section syndicale de l'enseignement fondamental invitent les 15 syndicats d'enseignants à se donner la main car il y va du bien-être de l'école malienne. Et puis, cette réaction a porté à votre attention. Le parti Sigikafo Oyedamouye, PSO, félicite les forces vives pour la formation du gouvernement d'union nationale. Le PSO remercie le gouvernement pour la création du ministère religieux et du culte. Le PSO exhorte les religieux à faire davantage de bénédictions pour la résolution définitive de la crise au Mali. Le premier concours des bonnets bleus de la presse a connu son épilogue. Organisé par la radio Salam FM de Moribabougou, la compétition, qui a mis aux prises 21 journalistes de la presse écrite, portait sur le secteur de l'éducation. Une façon d'inviter les uns et les autres à résoudre les maux dont souffre notre école. Le premier prix a été remporté par Sidi Dombélé, correspondant du journal Le Patriote de Ségou, nous informe Fademba Keita. Sidi Dambélé du journal Le Patriote, Aliou Sidibé de la radio Clédou et Isiaka Koulibaly du journal La Résistance sont les 3 lauréats de ce concours des bonnets bleus de la presse. Parmi les 15 articles de presse et 6 magazines présentés par les 21 journalistes, seuls 2 articles de presse et un magazine ont retenu l'attention des membres du jury. Des membres composés pour la plupart des professeurs de lettres et d'autorités scolaires. Il n'y avait pas de thème précis par rapport au concours, mais il fallait que les articles aient un rapport avec l'école malienne. Le but visé par ce concours, c'est tout simplement d'amener les journalistes à s'intéresser à l'école malienne et pour qu'il y ait beaucoup plus de débats permanents dans la presse et pour que les journalistes permettent justement de mobiliser les partenaires autour de l'école et de servir justement des relais auprès des communications pour leur expliquer les innovations pédagogiques intervenues dans l'éducation nationale. L'initiative est d'œuvrer à la bonne marche de l'école malienne. Le lauréat gagne un bonnet bleu, un matériel de reportage et 150 000 francs CFA. Il faut maintenant qu'on inscrive nos actions dans une synergie et que tous se donnent la main pour relever les défis qui attendent cette école. L'action que la radio Salam entend pérenniser a eu le soutien des maires de 6 communes du district de Bamako et de la coopération suisse. C'est pour aider le système éducatif malien qui traverse en ce moment une période difficile. Félicitations aux gagnants. En 4e région, 5 communes et le centre de santé de référence Famori Doumbia viennent de bénéficier de 5 motos ambulances et d'un véhicule. Un don pour renforcer le dispositif sanitaire de la région en matière de référence évacuation des malades. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce mardi à Ségou, suivie par Kandé Silla. 5 motos, ambulances, un véhicule et un lot important de matériel médico-chirurgicaux, c'est appui du département de la santé à 5 communes de la région et du centre de santé de référence Famori Doumbia
vient à renforcer les dispositifs sanitaires de la région en matière de la prise en charge des cas d'urgence. C'est une des difficultés que nous avons rencontrées au cours de la mise en œuvre de ce système de référence évacuation, surtout le transport des femmes du niveau village au niveau SESCOM. Il n'y avait pas de moyens de transport et comme nous le savons, la majorité des décès survenaient surtout à cet endroit. Les motos-ambulances destinées aux communes de Zambougou, Zenzana, Sakoiba, Fatine, Farako et Katiena vont servir de relais entre les villages et les centres de santé communautaires. Il s'agit que les différents bénéficiaires, les différents SESCOM s'organisent en parallèle avec le représentant de l'État qui est le sous-préfet, qu'on mette en place un comité de gestion et qui va décider la meilleure façon de gérer, permettre à ce que les fonds générés soient vraiment bien gérés. Notons que cette cérémonie de remise s'inscrit dans le cadre de l'appui du ministère de la Santé qui a octroyé 300 millions de francs CFA sur le fonds canadien à la région pour la prise en charge de la référence évacuation. Dans le cadre du jumelage Ségou-Angoulême, la mairie de Saint-Hyacinthe a fait don aujourd'hui d'un camion-benne à la commune urbaine de Ségou. C'est pour l'aider dans le ramassage et le transport des ordures, surtout en cette période hivernale. Le maire de Ségou a hautement apprécié ce geste et appelé la population à faire bon usage du véhicule pour résoudre les problèmes d'assainissement qui se posent au niveau des différents quartiers. C'est le deuxième camion du genre que la mairie de Ségou obtient grâce au jumelage avec Angoulême, une coopération décentralisée qui dure depuis déjà 25 ans. Nous ouvrons notre dossier du jour. Depuis un peu plus de 3 ans, la NPE et ses partenaires ont lancé une opération pour le renouvellement du parc de taxis de Bamako. Si la première opération se passe très bien, il n'en est pas de même avec la seconde qui s'est faite en partenariat avec la BIM SA. En effet, les 100 premiers taxis mis à la disposition des chauffeurs sont à l'arrêt. Les chauffeurs avancent comme argument le coût élevé des pièces de rechange. Pour en savoir davantage, suivant le dossier de la rédaction, c'est une réalisation de Mohamed Diarra. De vieilles automobiles transformées en taxis dégageant de la fumée, circulant sans une bonne pneumatique, sans feu rouge, sans un bon système de freinage. Que sais-je encore? On en rencontre un grand nombre dans la ville de Bamako. La prolifération de ces engins dans la capitale met en danger la vie des usagers de la route et contribue à la pollution de l'environnement. Pour inverser cette tendance, de nombreuses initiatives ont été prises. C'est ainsi que l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a lancé en 2009 l'opération de renouvellement du parc taxi auto. Ça permet de lutter contre le chômage, mais aussi ça permet d'améliorer même l'environnement. Parce que les nouveaux véhicules polluent moins que les anciens. Et aujourd'hui, ça donne une nouvelle image aussi à la capitale. Les usagers qui viennent essayer d'emprunter ces nouveaux taxis. Et aujourd'hui, il y a pas mal de parents d'élèves aussi qui ont des contrats avec ces taximans pour assurer le transport des enfants de domicile à l'école. Cette opération a bénéficié de l'appui de la BRS, Banque régionale de solidarité. Et la coopérative des chauffeurs de taxi ne pouvait qu'adhérer à cette belle initiative. C'est ainsi que la BRS a investi plus de 4 milliards de francs CFA pour la réussite de l'opération. La BRS a mis à disposition de la NPE 426 taxis qui ont été répartis entre des chauffeurs choisis avec l'implication de la coopérative des chauffeurs de taxi. De 2009 à ce jour, Dieu merci, pour la BRS, le cas BRS, c'est un exemple à poursuivre. Nous avons été approchés par l'ANPE qui également avait dans ses projets le souci de donner de l'emploi à des jeunes diplômés, à des chômeurs, à des compressés. Et donc ensemble nous nous sommes alliés afin de lancer un projet qui allait servir aussi bien à l'emploi qu'à la sécurité. Tout un espoir pour les premiers bénéficiaires. Les clauses du contrat étaient claires et les parties prenantes se sont engagées à honorer leur engagement. 8 000 francs CFA jour pour les taxis de la BRS, l'ANPE garante du remboursement des prêts se félicitait jusqu'au 31 décembre 2011 du taux de remboursement.
Mais ce bel élan a été arrêté par la crise sociopolitique que connaît notre pays depuis quelques mois. À la date d'aujourd'hui, 34% des propriétaires de véhicules sont en retard de paiement. La situation, effectivement, à la date du 31 juillet, on a 34% qui sont en retard de paiement. Et on a un certain nombre de pourcentages, 32, qui sont au garage. Bon, les 34% qui sont en retard, c'est des retards qui vont de 20 jours à 1 mois, à 2 mois. Bon, les grands retards, c'est des retards de 6 mois. Cette situation est plus ou moins maîtrisée. Pas totalement, mais Dieu merci, ça va. Parce que quand ils ont compris, après l'Assemblée générale, il y a beaucoup qui sont venus et s'acquitter des remboursements. En 2010, soit 1 an après le lancement de la première opération, une autre banque de la place, en l'occurrence la BIM SA, s'est mêlée à la danse. La deuxième phase de l'opération est ainsi lancée. 98 taxis sur les 100 commandés sont mis à disposition de la coopérative des chauffeurs de taxi par le canal de l'ANPE. 1 an après, la quasi-totalité des taxis est arrêtée et les chauffeurs sont au chômage. Pas de cause sans effet, les acteurs expliquent. BIM taxi là, Fiati, marque Fiati. Du côté de la BIM, j'avoue, quand on démarrait l'opération avec la BIM, le concessionnaire principal c'était Price Auto qui devait assurer le service après-vente des véhicules. Mais malheureusement, je crois que c'est de ce côté qu'il y a eu défaillance. C'est un concessionnaire qui a eu un financement pour s'acquérir des véhicules taxis, qui a démarché la banque lui a donné une ligne de crédit pour payer ses véhicules. Donc, nous n'avons pas été associés au départ. Par défaut d'entretien, ces véhicules-là ont commencé à s'étouffer à partir du 7e mois. Il n'y avait plus de pièces de rechange disponibles, il n'y avait pas de garage équipé. Mieux encore, il n'y a pas de mécaniciens qualifiés parce que les véhicules, on sentait que ça n'allait pas au niveau des moteurs. Il fut un moment où nous avons pris l'initiative de les réparer. Donc il fallait quand même que nous ayons l'accord des gestionnaires des taxis. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé. Nous avons pris des techniciens et des ouvriers qualifiés. Nous avons approché la BIM SA pour en savoir davantage. Mais malgré toute notre insistance, le service de communication de la BIM SA n'a pas voulu nous mettre en contact avec la direction générale. Toutefois, la coopérative des chauffeurs de taxi et l'ANPE envisagent la reprise du partenariat avec la BIM SA. Nous avons tenté plusieurs solutions. La première, c'est que nous avons contacté d'abord la banque pour que la banque puisse nous aider à relancer ces véhicules qui sont au garage. Bon, malheureusement, après plusieurs tentatives, il n'y a pas eu de solution. Et nous avons été obligés, l'ANPE et la coopérative, de mettre la main à la poche pour essayer de remettre quelques véhicules dans la circulation. Aujourd'hui, l'ANPE seule a investi presque 50 millions et la coopérative 30 millions. Aujourd'hui, quel que soit le problème, tous les acteurs sont conscients du bien fondé de cette opération. Ces gens-là, ils sont tous des pères de famille. Donc ce taxi-là nourrit pratiquement les 50% de la population malienne, et peut même dire l'Afrique. Le monsieur qui roule, le bénéficiaire, il y a quelqu'un qu'on appelle l'Américain qui roule, qui a sa famille, lui aussi peut donner à son ami, ainsi de suite. Donc ce taxi nourrit beaucoup de personnes. Quand c'est immobilisé, la coopérative ne gagne pas, nous aussi on ne gagne rien. L'opération de renouvellement du parc de taxis auto étant une chaîne, chacun à son niveau ressent de façon négative l'arrêt de l'opération. Mieux vaut trouver un terrain d'attente au bénéfice de la clientèle, puisque chacun y gagne. Parlons à présent sport football. Le dernier match de la 30e journée du championnat national de Ligue 1 a opposé cet après-midi au stade Modibo Keïta les 11 créateurs de Niarila au stade malien de Sikasso. L'occasion était bonne pour la fédération malienne et son sponsor de remettre officiellement au Djoliba AC le trophée honorifique de champion saison 2011-2012. Le point avec Siragatou Sissi. Soirée des récompenses.
La Fédération malienne de football, depuis 2 ans, procède à la cérémonie solennelle de remise du trophée de champion. Cette saison 2011-2012, la palme est revenue au Djoliba Assi. Joueurs, dirigeants et encadrement technique, tous étaient là pour une seule cause. Pour donner justement une saveur particulière à la fête, les supporters djolibistes parés aux couleurs du club sont venus en masse apporter leur soutien, encourager, féliciter et remercier les acteurs. Le championnat quand même a été jusqu'à la dernière minute presque. Même si on a pu être champion après seulement 27 journées, je pense que les matchs sont vraiment disputés avec beaucoup d'acharnement. On a gagné tous nos matchs par des scores étriqués. Je pense que la solidarité des uns et des autres ont fait quand même qu'on a eu quand même à remporter ce championnat avant la fin. Le Djoliba a régné en maître absolu sur le trône de la Ligue 1, bouclant la campagne invaincue. À la Fédération malienne de football, toutes les dispositions organisationnelles ont été prises pour colorer l'événement. Cette année, vraiment, on est parti à 16 équipes. Et il y avait 30 journées. Et vu les difficultés, on a pu terminer ce championnat avec l'appui de tout le monde. L'appui de l'État, la Fédération malienne de football, Orange, le public. Et vraiment, c'est une satisfaction de terminer cette saison en beauté. Malgré les difficultés le comité exécutif de la Fédération malienne de football a mené à bon port le championnat national. Donc je les salue et je les félicite. Je leur dis bravo pour l'œuvre accomplie. Au rayon des récompenses individuelles, les joueurs Hamidou Sinéogo des 11 créateurs de Nyarela, Lassine Diarra de Lassom, Ousmana Sissé et Souleymane Dembélé, tous du Stade malien de Bamako, ont reçu chacun un ballon pour avoir marqué 3 buts au cours d'un match. Cette cérémonie a éclipsé le dernier match de la 30e journée de Ligue 1 entre les 11 créateurs de Nyarela et le Stade malien de Sikasso. Les créateurs gagnent facilement. La saison 2011-2012 ne ferme officiellement ses portes que le 4 septembre à l'occasion de la 29e journée en retard. Stade malien de Bamako, 11 créateurs de Nyarela. Voilà, et notre reporter Sirakatou Sissé nous signale que les 11 créateurs de Nyarela ont battu le Stade malien de Sikasso par le score de 3-0. En 30e journée toujours, la Somme et la Jeanne d'Arc ont terminé la saison par des victoires en battant respectivement la AS Real de Bamako et l'association sportive de Korofina. Le résumé des matchs avec Diarra Konati. L'AS Real de Bamako, vieux club, a trébuché tout au long du championnat national de Ligue 1 Orange. Face au club olympique de Missira, les Scorpions diminués physiquement et moralement cèdent une nouvelle fois 1-0. Le but de la Somme a été inscrit à la 90e minute par Youssouf Ba. Mon objectif, c'était de ramener le Real en Coupe CAF. C'était mon ambition, c'était la cause même de ma venue au Real. Mais j'ai échoué. Donc mon bilan n'est pas bon du tout, vraiment. Les Olympiens de Missira ont créé la sensation avec le maintien en Ligue 1 Orange. On avait tablé sur 36 points. Aujourd'hui, on est à 40. Donc on a fait mieux. Notre second objectif était d'essayer de mettre quelques jeunes dans l'équipe nationale junior et puis cadet. Auparavant, l'association sportive de Korofina, qui recevait la Jeanne d'Arc de Bamako pour le compte de leur dernière rencontre du championnat, s'est soldé par le score de 1-0. L'ASCO, qui a évolué en Dandessi, termine la saison par une défaite. Les responsables font ce qu'ils peuvent pour vraiment aider les enfants à jouer au ballon. L'objectif atteint? L'objectif, pas tellement atteint. On cherchait la 3e place, sinon la Coupe du Mali, mais la 4e place, c'est pas mauvais aussi. Il y a 3 ans, j'étais 7e, l'année dernière 5e. Cette année 3e, le bilan est un peu bon. On ne peut pas critiquer ce bilan-là. Presque j'ai tourné plus de 55 joueurs. Donc malheureusement, il y a trop de blessures. J'ai terminé la saison avec des jeunes, plus quelques anciens seulement. Au regard du bilan, on peut dire que cette saison a été laborieuse pour l'ensemble des clubs de première division. La jeunesse de Caille est en deuil avec la disparition de Ibrahima Koulibaly, animateur de jeunesse et membre du comité exécutif de l'Union sportive de Caille. Il est décédé dimanche dernier à l'âge de 85 ans. Ibrahima Koulibaly avait été décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre national du Mali en 1973 pour son engagement pour la cause de la jeunesse. Il a été accompagné hier à sa dernière demeure par ses parents, amis et anciens collaborateurs.
Il repose désormais au cimetière de Lafiabougou à Caille. Mahamadi Aliou Bari. Vers 1927 à Caille, Ibrahima Koulibaly Diourous a été arraché à notre affection ce week-end. De sa vie, l'homme a appris à faire le tailleur, métier qu'il abandonnera plus tard pour s'engager en 1962 comme bénévole à l'inspection régionale de la jeunesse et des sports, devenue aujourd'hui Direction régionale de la jeunesse et des sports. Ibrahima Koulibaly Diourous a été successivement planton à l'OPAM et membre du comité directeur de l'Union sportive des Cailloux aux premières heures de l'indépendance, devenue la Caïsienne en 1970. Son implication et son engagement ont permis à cette équipe de disputer des finales de la Coupe du Mali en 1965 et 1970. Ses amis retiennent de lui son courage et son sens du bon travail. Son engagement pour la cause de la jeunesse lui a valu la médaille de chevalier de l'ordre national du Mali en 1973. À partir de 1995, Ibrahima Koulibaly Diourous est devenu muezzin à la mosquée de Légal Segou et à la grande mosquée de Caille, fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort. Décédé à l'âge de 85 ans, il laisse derrière lui une veuve et 11 enfants. Il repose désormais au cimetière de Lafiabougou. Dort en paix Rose. Paix à son âme. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre attention. Demain, 10h, Amara Malé Diallo, 13h, Nyanya Aliou Traoré. Merci à vous de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci et à demain.